C'est beau, je pense, j'imagine. Oui. Voilà, alors merci d'être venu. On commence à l'heure à la Société historique. Alors aujourd'hui, on reprend un petit cycle sur la Première Guerre mondiale. Hein. C'est dû au hasard, hein, c'est dû, ça dépend des disponibilités des uns et des autres. La prochaine fois, ce sera aussi un mercredi, hein, donc le mercredi 15 mai, et ce sera encore une conférence en lien avec la Première Guerre mondiale. Michel Gasser, il viendra nous parler du village de Pinon pendant et après la Première Guerre mondiale. Hein. Donc notez bien, un mercredi 15 mai, et vraisemblablement ce sera notre dernière activité de l'année scolaire. On prendra au mois de septembre. En septembre, la date n'est pas encore fixée, mais on aura probablement une conférence d'Alain Saint-Denis qui viendra nous parler des femmes allant au Moyen-Âge. Hein, voilà. Donc, ça, vous recevrez vous aurez la date précise ou le début du mois de session. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Renucci et Damien Charlier. Alors bon, ce sont, ils viennent de faire paraître, c'est déjà à la fin de l'année 2018, un livre sur Pierre Sellier, hein, le clairon de l'armistice. C'est un livre qui a été publié par le Livre d'Histoire, donc une maison d'édition qu'on connaît bien, qui est installée à Autremancourt. Alors Eva Renucci et Damien Charlier, ce sont des militaires de carrière, hein, ils servent tous les deux dans l'armée de terre. Madame Renucci, elle est officier au service historique de la défense, donc au château de Vincennes. Elle est capitaine. Et, commandant, chef de bataillon. Elle a eu sa promotion. Et Damien Charlier, donc lui, il est adjudant et il est en poste près de Lyon. Hein, il est chef d'atelier, il s'occupe de blindés légers. Voilà. Et Damien Charlier est originaire du département de l'Aisne, hein, puisqu'il a grandi à Hirson, et ses parents vivent encore aujourd'hui à Hirson. Madame Renucci, elle n'est pas de l'Aisne, elle a beaucoup bourlingué avec ses parents qui vivent actuellement en Nouvelle-Calédonie. Alors, oui, ça n'a rien à voir avec l'Aisne. Donc je les remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler ce soir de Pierre Sellier, et même si le 11 novembre est déjà passé, c'est un sujet qui nous intéresse toujours. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez te présenter peut-être ? Présente-toi. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit votre collègue, je suis Damien Charlier, je suis militaire de carrière, je suis chef d'atelier de tourelle et conduite de tir sur les blindés légers. Faut parler plus fort ? Oui. D'accord, merci. N'hésitez pas à le dire justement s'il y a un problème. D'accord, merci bien. Donc je suis basé actuellement à Lyon, au 7e régiment du matériel. Je m'occupe des AMX-10 RC, un petit blindé léger, qui lui est un véhicule qui appartient au 1er régiment de Spahis de Valence. Voilà, donc mon travail est là et je serai muté cet été au Sanzub à Sissonne. Donc voilà. Alors on voulait déjà vous remercier. Enfin, je vais vous laisser vous présenter quand même. Et moi, je suis donc le chef de bataillon Renucci. Moi, je suis l'autre partie de ce duo improbable. Damien reviendra dessus, puis vous aurez peut-être des questions à ce propos. Alors, j'ai fait tout d'abord une carrière en tant que cadre de contact. Donc, je suis saint-cyrienne. J'ai été recrutée au niveau Bac+5 en Nouvelle-Calédonie. Et puis, j'ai déroulé une carrière, on va dire, normale. Et puis, à un moment donné, parce que j'avais fait des études d'histoire dans une autre vie, eh bien, comme j'étais pas assez brillante pour passer certains concours, je me suis posé la question de mon devenir. Et finalement, l'histoire m'a paru être un très bon choix. Je ne suis pas spécialiste de la Première Guerre mondiale, je ne fais pas forcément beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale au service historique de la défense, mais lorsque Damien a proposé cette association, on y reviendra, c'est avec plaisir et sans esprit de recul, comme disent les militaires, que je me suis insérée dans la brèche. Voilà. Donc, je reprends. Vas-y. Merci. Je t'en prie. Donc on voulait déjà vous remercier pour l'intervention. Merci pour l'invitation, surtout que, bon, comme vous le savez, les effets de Pierre Sellier, il y en a une partie à l'étage juste en dessous, depuis, si je me trompe, décembre 2018. Donc voilà, pour ça. C'est une chose pour nous qui est vraie, c'est improbable. Arriver maintenant, on va dire, au sommet, finir le boulot ici, allant avec une partie des effets qu'on n'avait pas encore vus jusqu'à maintenant, on va dire que la boucle, pour nous, est bien bouclée.
Comment est venue l'idée de ce livre? Bon, tout simplement, c'est vrai qu'à la base, on n'entendait pas beaucoup parler de Pierre Sellier dans le département. Il y a pour moi une évidence, puisque je suis né à Hirson, donc forcément la Pierre de Haut-Droit, c'est à côté de chez moi. Forcément, c'est très simple. Je suis musicien, j'ai fait d'ailleurs une partie de mes études musicales derrière vous au Conservatoire de Laon. Donc forcément, la musique, je l'ai un peu dans la peau. En 2017, j'ai commencé à chercher sur Internet, j'ai tapé des mots, Pierre Sellier, Clairon, tout ce qui pouvait me passer par la tête pour arriver à revenir sur ce qui s'était passé le 11 novembre. J'ai trouvé des choses, oui, mais pour moi, vous voyez, un truc tout bête, je ne savais pas que c'était le 7 novembre, le premier cessez-le-feu. Voilà. Donc je me suis posé des questions. De là, j'ai commencé à rechercher où était né Pierre Sellier. Je suis rentré en contact avec certaines mairies, Beaucourt, Rep. J'ai emmagasiné pas mal de données. Après, j'ai essayé de faire mon petit bonhomme de chemin, jusqu'au moment où je me suis retrouvé un petit peu bloqué, on va dire. Et là, à l'époque, est passé sur les chaînes un reportage sur le chemin des dames, où un certain colonel Porte, qui est référent histoire pour l'armée de terre, passait. Étant militaire, dans la base de données, je me suis dit que j'allais pouvoir le retrouver. Donc je lui ai envoyé un petit mail en lui expliquant ma situation, ce que j'avais retrouvé, ce que je voulais. Alors bon, étant à l'époque que chef, soit je prends les lauriers, soit on va dire, j'avais pas de réponse. Il m'a répondu. Il m'a dit que dans l'actuel, vous ne pouvez pas me filer un coup de main, mais par contre, il y avait un service au niveau de l'armée qui pourrait peut-être me renseigner, justement, qu'une journée était dédiée aux historiens de l'armée de terre au mois d'octobre, que j'étais bienvenu si je voulais venir. En arrivant à cette journée, bon, j'avoue que je ne suis pas forcément très à l'aise, il faut dire ce qui est. Hein. Ma spécialité étant plutôt derrière les blindés que derrière un bureau. Il est vrai que c'est une autre façon de voir la chose et il faut s'adapter. Et heureusement qu'on a des gens qui nous aident à côté. Je suis tombé sur, à l'époque, une capitaine qui m'a demandé mes recherches, comment... alors je lui ai expliqué vaguement, bien sûr, et elle m'a dit, écoutez, moi ça m'intéresse à peu près quand même, c'est pas mal votre idée. Envoyez-moi vos données, on va voir ce qu'on peut faire. Alors quelques temps après être rentré sur Lyon pour pouvoir mettre, on va dire, toutes les choses à plat et calmer quand même l'esprit et savoir ce que j'allais faire de mes données, je lui ai envoyé un mail pour la remercier déjà d'une, parce que bon, elle m'avait donné un super coup de main cette journée-là, elle m'avait accueilli, et je lui ai donné les éléments que j'avais en ma possession. Alors pour vous dire, j'étais fier, j'avais fait 10 pages. J'étais content quand même, j'avais arrivé à faire 10 pages d'un truc, c'était sympa. Bon, j'ai été super content quand j'ai reçu à peu près 300 pages de bouquin. Donc là, il y a eu, je pense, une collaboration qui s'est créée, tout naturellement, en recherchant, en pouvant me donner des idées, en essayant de savoir comment faire, parce que bon, il est vrai qu'écrire un livre, ça n'était pas prévu à la base. Donc les choses se sont mis bout à bout, et on va dire que c'est rentré comme dans un engrenage. L'histoire du bouquin, pourquoi? Tout simplement parce que quand c'est arrivé, je l'ai lu, ça doit être le bouquin que j'ai lu le plus de fois. D'accord. Si vous voulez, monsieur, par contre, vous pouvez vous déplacer, il y a des places devant, ça sera peut-être plus à l'aise. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc j'ai demandé, après on en a parlé, pour savoir si le bouquin pouvait être édité. La commandant à l'époque m'a dit oui, nous le but d'une chose comme ça, c'est d'éditer un livre. J'ai eu aussi la main un peu forcée, je l'avoue, bien malgré moi, par un gamin qui avait 17 ans qui m'a dit tu as fait ça. Dis-toi bien que dans quelques années, des gens comme moi se demanderont à des gens comme toi pourquoi vous n'avez rien fait pour garder l'histoire. C'est de là qu'on est rentré à peu près dans l'idée d'aller chercher une maison d'édition, de pouvoir trouver une solution et de pouvoir avancer. Après, on va dire que ça s'est fait naturellement avec la maison d'édition. J'ai eu de la chance sur tout ça, ça s'est passé assez rapidement. Mais je ne m'attendais pas du tout, je peux vous jurer que là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour ça. Maintenant, je vous pose une question très simple. Qui connaît Pierre Sellier? Allez-y. On connaissait de nom, on savait qu'il avait... Et dans la région d'Hirson, je connais la Pierre de Haut-Droit. Voilà. Sinon, à part ça... rien du tout. Voilà, donc ça va, j'étais pas tout seul à l'époque, alors ça me rassure. Voilà. Donc voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer à peu près, on va rentrer dans le domaine d'un homme simple, de quelqu'un, d'un monsieur qui aurait pu être votre grand-père, notre arrière-grand-père, monsieur tout le monde, un soldat de la Grande Guerre, qui en fin de compte, de sa façon et de l'endroit où il était, est devenu pratiquement un mythe. Tout simplement. Quelqu'un simple qui arrivait à faire un mythe. J'ai dû faire quelque chose, non? Bien sûr, je te le fais si tu veux. S'il vous plaît, oui. Alors, le clairon du cessez-le-feu, quelques notes pour entrer dans l'histoire. C'est très simple, c'est vrai que le cessez-le-feu, vous verrez la mélodie tout à l'heure, elle n'est pas très compliquée.
On en reviendra dessus et vous verrez pourquoi. Alors pourquoi un cessez-le-feu? Que s'est-il passé à ce moment-là, à l'instant T? On se remet dans le contexte actuel. La France a plutôt bien avancé, on arrivait à l'Acapelle. Là, déjà, on sait qu'une grosse partie de la chose s'est passée. En Allemagne, il y a des grèves qui ont éclaté. Le Kaiser est en train d'abdiquer. On commence à parler de plénipotentiaires pour venir négocier une paix. Parce que là, on est pris à la gorge et on sait très bien que malheureusement, il faut faire quelque chose. La guerre, on sait qu'elle est perdue. On va essayer de s'en sortir plutôt honorablement. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi Pierre Sellier Voilà un ordre qui a été donné, c'est le ordre du maréchal Foch, qui dit qu'en fin de compte, les combats vont cesser à cet instant précis et que les troupes françaises ne bougeront pas jusqu'à nouvel ordre. Donc on sait que des troupes vont arriver, on entend parler, on sait que des personnes vont arriver aux avant-postes français. Nous sommes là sur le contexte de ce qu'on peut voir sur Hirson. Ceux qui sont d'Hirson, madame, vous pouvez connaître, je pense, le chemin. Vous voyez en grand, en haut, à droite, Spa, et en bas, on va Rotonde. Cette chose-là, en fin de compte, c'est le chemin que vont faire les plénipotentiaires. Ils vont partir de Spa en Belgique. Alors pour ceux qui auraient une petite idée pour indiquer Spa, quand on regarde le Grand Prix de Formule 1, c'est à Spa au niveau Belgique. Voilà, c'est bête, mais c'est pourtant comme ça. Ils vont prendre la route jusqu'à Dinan, Chimay, et après ils vont arriver, ils vont passer aussi une nuit à Fourmies. En bas, vous avez les deux cessez-le-feu qui ont été donnés. Le premier en bleu, en grande, et le petit après. Là, on voit qu'en fin de compte, sur la route, la première ville qui est vraiment importante pour nous, elle est dans le nord, c'est Fourmies. C'est là qu'il y a l'état-major, on va dire, allemand. Pierre Sellier sonnera le cessez-le-feu, donc, le 7 novembre à Audroy, mais il va aussi le ressonner en Belgique le 11 novembre à 11h. Là. Donc la petite... Voilà, donc cessez-le-feu, c'est Pierre Sellier qu'on revoit avec le cessez-le-feu, l'arrivée des plénipotentiaires, le drapeau blanc, qui sont arrivés donc sur la route de la Flamanderie, là où a été donné en fin de compte, a été construit après la pierre de Audroy. Monsieur, vous entendez? Oui? Je m'excuse. Hein. Je rajoute juste quelque chose. Là, vous avez sur cette représentation, c'est une représentation imaginée, hein, reconstituée. Vous avez un grand drapeau blanc. Ce grand drapeau blanc, en fait, c'est une nappe. Les plénipotentiaires allemands, ils sont un peu partis en quatrième vitesse. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour arriver le plus vite possible en France. Ils ne savaient pas trop où ils allaient négocier, donc ils prennent la route, mais après la frontière française, sur la ligne de front, ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Et un peu justement avant la ligne de front, ils se disent tiens, il va peut-être falloir qu'on s'annonce finalement. Comment faire? Et donc ils récupèrent une nappe blanche, qui découpent, parce que là on voit qu'une voiture, mais il y en a d'autres après, et ils arrivent à proximité, et ils sont annoncés par, on y reviendra, un Ulan, donc un beau cavalier, qui a une trompette, et qui annonce de manière connue, justement, l'arrivée des Allemands. Vous pouvez les appeler, s'il vous plaît. Alors là, c'est la mélodie du cessez-le-feu. Une mélodie est très simple dans l'armée. À vous dire aussi quand même qu'à l'époque, beaucoup de musiciens de clairon, donc ce qu'on appelle les instruments d'ordonnance, ne connaissaient pas le solfège. Alors pour les retenir, on leur avait donné à chacun une mélodie, une chanson à retenir. Tout simplement. Là, si vous prenez celle-ci, pour le cessez-le-feu, c'est très simple. Cette sonnerie-là, on l'entend aussi quand on fait une manœuvre, quand on était au pas de tir à l'époque. N'oublions pas qu'à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables. Ça n'existait pas. On n'avait pas les transmissions modernes non plus. Donc la seule façon de transmettre les ordres était encore par le son. Le clairon était un des instruments pour faire ça. Si vous prenez la mélodie, si on vient la chanter, ça va vous faire t'attirer comme un cochon. Tu n'auras pas ta permission. C'est évocateur, mais tout le monde le retiendra, j'en suis sûr, demain matin. Donc on arrive à garder ça, et si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de notes. Un clairon joue 5 notes. Do, sol, do, mi, sol. Voilà. Tu arrives à la refaire, la musique? Ouais, Alors la musique, ça fait t'attirer comme un cochon, t'auras pas ta permission.
J'ai pas de clairon, je l'aurais fait au clairon, hein, sinon c'est pas un souci. Mais voilà. Voilà à peu près ce qu'on a. Et ça, c'est encore actuellement une sonnerie qu'on peut nous demander. Par exemple, quelqu'un qui se présente actuellement dans l'armée pour passer un concours de musique, il tire à un moment une sonnerie. Ça peut être celle-ci. Hein. C'est le pot caché, voilà. Et il n'y a pas le choix. Bon, souvent, c'est plus sonore parce qu'elle est un peu plus compliquée quand même. Ça, c'est le certificat qu'en fait, le certificat, la citation, pardon, comme quoi Pierre Sellier a bien fait son travail. Donc on l'a fait là, c'est la belle feuille, mais on l'a après justement, qui est beaucoup plus lisible quand même. Et quand on regarde, c'est en 1919. C'est celle qui va lui permettre, en fin de compte, quand on le lit, le 7 novembre 1918, se trouvant en proximité des lignes, au moment de l'arrivée des plénipotentiaires allemands, a été désigné par son chef de bataillon pour accompagner sur l'une des automobiles du cortège les parlementaires jusqu'à la Capelle et exécuter les sonneries parlementaires. Dans l'histoire de la chose, Pierre Sellier a été désigné par le capitaine Huillet. Je ne sais pas si on en parle après. Pas trop, mais... Pas trop. Qui lui a demandé justement de pouvoir être présent à l'instant T sur la ligne de front. Les plénipotentiaires devaient arriver beaucoup plus en avant. Le problème qu'il y a, il est marqué dans les écrits qu'ils sont arrivés en retard en donnant comme excuse que c'était l'état des routes qui était mauvaise. Les bombardements qu'il y avait eu faisaient que forcément les routes n'étaient pas bonnes. Et il s'excusait. En plus, les personnes parlaient dans un français impeccable et sont excusées. Le capitaine Huillet leur a dit qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas autorité à les recevoir. Et il les a fait remonter en véhicule et ils sont repartis en cortège jusqu'à la ville de la Pâque, qui est donc une maison dans laquelle ils étaient installés à la Capelle. Tout à l'heure, à ce moment-là, le caporal Sellier a pris place sur un des marchepieds des voitures et lui aurait sonné le quart d'avoue, le cessez-le-feu, le refrain du 19 BCP et le refrain du 171e RI auquel il appartenait. 19e BCP, bataillon de chasseurs à pied, et 171e RI, régiment d'infanterie. Voilà. Il les appelés Voilà justement un fanion, comme quoi en fin de compte les choses, le 7 novembre 1918, on a bien ancré la chose dans le marbre. C'était quelque chose, c'était un endroit bien impressionnant, bien important pour les compagnies qui étaient là-bas. Voici le fanion du 19e bataillon de chasseurs à pied. C'était une des unités qui était en première ligne. Le clairon Sellier faisait partie du 171e RI, comme nous venons de le dire, mais il y a une autre histoire avec un clairon du 19 qui lui a permis aux parlementaires allemands de repasser les lignes de la France vers les Allemands. Et si vous regardez sur le revers, en souvenir du 7 novembre 1918, la flamme en gris au droit, reconnaissant. C'est en fin de compte, il faut bien se donner l'idée que ça ne s'est pas passé à la Capelle. Nous sommes sur la commune voisine de la flamme en gris. S'il vous plaît. On arrive en Belgique. Comme quoi, en fin de compte, c'est international quand même. La Belgique, si vous arrivez sur le poste de frontière Hirson-Macnoise, vous remontez vers Momigny, vous allez passer une petite école. Donc avec les bonnes signalisations belges, avec les grosses mains rouges qui vont bien. Juste après, vous allez croiser un tout petit canon anglais qui est présent. Et là, dans le renfoncement sur votre droite, vous avez cette stèle-là, qui est là. Et en bas à droite, on voit donc une plaque en hommage au caporal Pierre Sellier, qui sonna ici le 11 novembre 1918 à 11h, le cessez-le-feu. Donc il a bien sonné le cessez-le-feu de l'arrêt des feux. Et enfin, la fin des hostilités le 11 novembre à 11h, mais cette fois-ci en Belgique. Alors Pierre Sellier est un combattant comme les autres. Eh ben oui. Désolé, je casse un mythe, hein, mais oui. Parce que en 1914, pardon, quand la guerre éclate, Pierre Sellier fait son service militaire. Et bah oui. À l'époque, on partait un peu plus longtemps, on faisait 2 ans. Maintenant, on fait une journée. Donc, il arrivait forcément à l'époque au 172e régiment d'infanterie, qui est un régiment de la place de Belfort. Et forcément, avec le jeu des combats, des guerres, il va être obligé d'être passé au 171e RI juste après. Ce qui va lui permettre, lui, de faire son bonhomme de chemin. Et il va rentrer tout simplement, comme simple fantassin. C'est quelqu'un de très simple. Il faut bien se donner dans l'ordre d'idée qu'à l'époque, quelqu'un qui est un peu plus aisé, on ne le retrouve pas dans l'infanterie. L'infanterie, c'est l'arme de personnes qui sont, on va dire, très simples. Voilà, sinon, quand on est un peu plus aisé, même si c'est resté un peu dans les normes, on prenait la cavalerie. C'est aussi une personne qui a eu quand même dans sa famille, une grande famille. Et on voit qu'il y a eu quand même beaucoup d'enfants qui sont pratiquement morts-nés ou en bas âge. Tous ceux qui sont en rouge, en fait, sont morts. Donc il y a un frère aîné,
un deuxième frère, et Pierre Sellier, en fait, se trouve ici. Il y a eu un frère cadet en dernier et une sœur entre les deux. Donc ils sont d'une famille quand même assez nombreuse, comme à l'époque. Mais forcément, quand on voit bien le taux de mortalité, déjà à la base, au niveau des enfants, est quand même déjà assez impressionnant. Et juste pour, je t'interromps 2 secondes, il a quand même, dans sa parenté, il y a quand même quelqu'un qui est alsacienne. Donc c'est pas innocent en fait quelque part que Pierre Sellier, la Grande Guerre, il la vit vraiment avec ses tripes, on va dire, parce que lui il se sent concerné par la perte de l'Alsace-Lorraine. Alors pour revenir sur ça, un exemple quand même qui est donné à l'époque avant-guerre, on n'oublie pas qu'en fin de compte, si vous prenez le film Joyeux Noël, le début du film de Joyeux Noël, on voit simplement le petit Français qui est sur son estrade qui dit que lui, son travail, ça sera d'aller chercher l'Alsace-Lorraine. L'Allemand qui dit que lui, son ennemi, c'est l'Angleterre. Quand on regarde, en fin de compte, c'est une génération qui, eux, savent qu'ils partiront au feu. Et on apprend aussi, à l'époque, le maniement des armes, si je ne me trompe pas, dans les écoles. C'est aussi quelqu'un qui a fait tout simplement sa guerre, mais aussi les grandes batailles. C'est évocateur, il suffit de regarder sur le côté. On voit aussi des choses apparaître. Verdun, quand même. 1917, le chemin des dames, c'est bizarre, on n'en est pas loin. Comme quoi, en fin de compte, la Somme, Lunéville, Villers-Tournelle, le canal du Nord, Saint-Quentin, Guise et enfin la Capelle. Quand on regarde, il a quand même été de toutes les batailles, il a été blessé plusieurs fois et il est toujours reparti au feu. C'est pas quelqu'un qui est resté vraiment, on va dire, en retrait. Au contraire, il a été là. Mon soldat a toujours accompli son devoir, a été blessé 3 fois. Tout en sachant que blessé, revenu, dont une fois il a refusé d'être évacué du front. Il va passer Clairon par la suite. Il n'est pas venu au régiment directement en étant Clairon. On l'a nommé par la suite en tant que Clairon. Quand on le regarde, là vous voyez juste au-dessus de la photo, il y a une petite croix, c'est lui, c'est Pierre Sellier. Donc de là, en fin de compte, il va arriver à être la personne, on va dire, centrale. Un clairon, on ne connaît pas très bien maintenant, on ne sait toujours pas exactement ce qu'était la mission d'un clairon. On sait qu'il transmettait des ordres. Après, c'était plutôt, on va dire, à l'époque, l'estafette. C'était la personne qui allait pouvoir aussi bien transmettre les ordres par le son, mais aussi, s'il y a besoin, d'aller le transmettre ou bien de ravitailler, en munitions ou en besoin d'autre chose. Là, vous le voyez sur la gauche, tout au bout, en tour en bleu, et vous verrez par la suite que sur les prochaines photos que vous le verrez, la façon de tenir son clairon, son instrument, qui n'est pas vraiment réglementaire, nous le dirons maintenant, mais en fin de compte, ça y est resté. Et sur toutes les photos que vous verrez, il a les 3/4 du temps le clairon qui est remonté par l'anse du milieu. Là, c'est une encore de ces citations. Agent de liaison, vous voyez. Donc liaison, ça parle lui-même. Qui en toutes circonstances a rempli sa mission, avec un complet mépris du danger, blessé, a refusé d'être évacué, a continué son service. Donc quand même, à l'époque, je pense que blessé, ça ne devait pas être non plus pour une entorse ou bien une foulure du poignet. Nous sommes d'accord, il est quand même resté sur le feu. Une mise en lumière, savamment orchestrée, eh oui. Pierre Sellier, en fin de compte, c'est une mise en lumière. Lui, il y a l'homme, mais il y a l'endroit. Pour faire une histoire, en fin de compte, si on regarde bien, il faut 3 choses. Il faut une personne ou plusieurs, une date, et bien souvent un lieu. Si on parle de 1515, tout le monde va répondre Marignan. C'est bête. Et bien le 7 novembre 1918, c'est au droit, avec Pierre Sellier qui rentre d'armistice. En fin de compte, l'un va rester avec l'autre, et c'est, on va dire, intimement lié. L'un ne pourra pas vieillir sans l'autre. Vous verrez que si vous allez au droit, sur les côtés, il y a encore même les petites plaques, je crois qu'on les voit même près. Celle-ci, une des plaques comme celle-ci, qui est ici, en fin de compte, et qui donne l'arrivée des parlementaires. Et sur la pierre de haut droit, pour bien marquer dans le grès, il y a bien marqué l'heure en haut, 20h20. On n'oublie rien. C'est une des plaques qu'il y a, il y en a 4 qui sont remises sur la pierre de haut droit. Tout en bas, sur 4 petites colonnes, il y a ces 2 là. Ça, c'est pour la Légion d'honneur, si je me trompe. Tout à fait. C'est une chose qui dit qu'en fin de compte, Pierre Sellier va accéder à une médaille assez importante quand même pour nous Français, c'est la Légion d'honneur, en tant que chevalier de la Légion d'honneur. Il faut se remettre dans le contexte. Même encore aujourd'hui, j'ai pas vu beaucoup de caporal, ou bien même de sous-officiers, atteindre la Légion d'honneur. C'est quelque chose qui est vraiment très très rare. Je ne me rappelle pas, moi, depuis le temps que je suis dans l'armée, d'avoir vu un caporal toucher la Légion d'honneur.
Donc voilà, c'est une chose qui est quand même impressionnante pour nous. Après, quand on voit les médailles qu'il a vues en amont, là voilà, je vais pas dire que c'était une chose qui était normale, mais voilà. Quand on voit les médailles qu'il a quand même, vous en avez déjà plusieurs qui sont en bas, que vous pouvez voir aussi en salle. Il a quand même la croix de guerre avec une étoile argent, 2 étoiles de bronze. Donc les 2 premières photos que vous avez en bas, ce sont les 2 mêmes. Simplement, il faut juste les juxtaposer. Ce qu'on appelle les clous ne sont pas mis sur l'autre, tout simplement. Médaille interalliée dite de la victoire, et enfin la médaille militaire. Ce sont les médailles qu'il a, plus forcément, après on lui a remis la Légion d'honneur. La médaille militaire, pour encore aujourd'hui, c'est un peu le bâton de maréchal du sous-officier et parfois du militaire du rang. C'est une médaille qui est très enviée par les officiers parce qu'il y a, à contrario, peu d'officiers qui ont la médaille militaire, à part s'ils ont eu une carrière de sous-officier auparavant et s'ils sont sortis du rang. Mais c'est vraiment très très rare. Donc Pierre Sellier, il est déjà très content d'avoir cette médaille militaire. Et ensuite, effectivement, ce que vous avez vu auparavant, c'est le mémoire de proposition de la Légion, voilà, qui vient de la Grande Chancellerie, où en fait, on fait toute une enquête pour pouvoir présenter les personnes qui vont ensuite être désignées par les plus hautes autorités pour avoir l'honneur de recevoir ces distinctions. Remise de médailles, donc de décoration. Là, nous sommes dans la cour des Invalides. Pierre Sellier est là-bas. C'est le jour où on lui remet sa Légion d'honneur. Chose qui est quand même impressionnante aussi, mais c'est la journée aussi où Pierre Sellier va faire une chose qui va rester aussi et qui est toujours là-bas aux Invalides. Il va donner son clairon. Le clairon que vous avez en bas n'est pas le clairon avec lequel il a sonné le cessez-le-feu le 7 novembre. Qu'on ne s'y trompe pas. Ce clairon-là est aux Invalides, Salfoche. Les Américains, il y aurait eu pour parler que les Américains auraient essayé de racheter le clairon en lui disant écoute, on file une somme d'argent, mais nous on achète le clairon. Il aurait refusé. Il l'a offert aux Invalides en disant que cette chose-là, elle n'était plus à lui, elle était aux Français entre parenthèses. Comment il a pu faire pour garder ce clairon-là, avec lequel il a servi le 7 novembre, alors qu'en fin de compte, à la base, à l'armée, on ne garde rien. Un uniforme ou une chose à l'armée n'est pas à nous. Notre pactage est à l'État. Et on le rend quand on a fini de servir. Tout simplement, il a dû échanger son clairon avec un autre et il a gardé celui-ci. Ce qui fait qu'il a pu le garder jusqu'à cet instant-là. Ce clairon qui est visible donc en Salfoche, si vous regardez sur le haut du pavillon, vous pouvez voir clairon de la victoire, la Capelle, 7 novembre 1918, 21h20, Pierre Sellier, 171e RI. Il est toujours visible et la chose qui s'est passée et que vous avez en bas, c'est que la société PGM Quénon, actuellement PGM Quénon à l'époque, qui est à Étampes-sur-Marne à côté de Château-Thierry, quand ils ont su qu'il avait donné son clairon, lui en ont offert un. C'est celui qui est en bas. Ah, d'accord. Tout simplement. Je peux revenir 2 secondes ? Oui, je vous en prie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'époque, c'est pas tellement Pierre Sellier qui s'est mis en valeur lui-même. En fait, il a été poussé. Quand la pierre de droit a été installée, il y avait un lieu, comme l'a si bien expliqué Damien. Il fallait un héros, il fallait une figure. Pierre Sellier avait eu sa médaille militaire, mais dans l'esprit de certains anciens combattants, surtout de l'UNC, eh bien, c'était pas suffisant. Il fallait le mettre encore plus en avant. Donc, ils ont été très malins. À partir du moment où la pierre de droit a été inaugurée, ils ont orchestré une espèce de campagne médiatique, comme on voit maintenant, et ils ont distillé par-ci par-là l'information comme quoi, finalement, ce serait peut-être pas mal que Pierre Sellier d'abord soit médaillé, et ensuite il est venu l'idée effectivement que Pierre Sellier donne son clairon au musée de l'armée. C'était tout. Non, mais je vous en prie, au contraire. L'autonomie d'une légende. Et oui, comme on disait, il est rentré dans la légende bien malgré lui, parce qu'en fin de compte, à la base, Pierre Sellier, c'est quelqu'un qui ne voulait pas, on va dire, des honneurs. Pour lui, il avait fait la guerre, il avait fait son travail. C'était son devoir. Il est resté très simple. Si vous regardez bien, on n'a même pas de documents audio de Pierre Sellier. On n'a pas eu vraiment de choses qui sont restées de lui. La seule chose qui sont restées, ce sont les écrits qu'on a pu trouver. Et même ses enfants, il n'y a pas eu d'enfants, il s'est marié, mais il n'a pas eu d'enfants. Voilà. Je vais reprendre la main. Je vais aller un petit peu plus en avant maintenant sur
la légende, pourquoi il est resté, pourquoi c'est un mythe et pourquoi il est resté finalement au moins localement dans l'Aisne et peut-être à d'autres endroits dans la légende. Comme disait si bien Damien, Pierre Sellier, il est démobilisé le 25 août 1919, il va reprendre une vie normale. C'est quelqu'un qui va se marier avec quelqu'un qu'il a rencontré grâce à des camarades de régiment qui ont servi avec lui au 171e RI. Bon, malheureusement, ces deux camarades sont décédés, mais il reste la sœur, et donc je pense qu'en venant certainement présenter un petit peu ses condoléances, etc., ils ont repris contact et il l'épouse. Pierre Sellier, il était auparavant, enfin avant de rentrer dans l'armée, il n'a pas fait beaucoup d'études, il sait normalement lire, écrire, compter, on va dire l'éducation de base, et il est vite entré chez Japy, les usines Japy, qui sont très connues dans sa région, autour de Belfort, bon, et puis surtout autour de Beaucourt. Il y a beaucoup de gens du cru qui sont employés. Et donc lui, il va être justement tourneur, il va faire des pièces. Il passe un petit moment chez Peugeot, très peu de temps, et puis après arrive la guerre, et donc il repart. Et quand il revient, finalement, il a beau avoir voyagé un petit peu le long de la frontière française, il se dit on est très bien chez soi, et il revient à Beaucourt, et il se réinstalle. Et tout simplement, il va réintégrer sa place plus ou moins chez Japy. Alors, il va connaître parfois des périodes de chômage, etc. Mais en gros, il reste dans cette région. Et donc, vous allez me dire, si lui, il ne voulait pas sortir de l'ombre, en dehors de la campagne qui a été menée, comment ça se fait que finalement, on ait réussi? Eh bien, il y a plusieurs choses. Enfin, on a essayé d'analyser. Tout d'abord, c'est le rôle du clairon. Le clairon, il rythme en fait la vie quotidienne des soldats. Il y a une sonnerie pour aller à la soupe, il y a une sonnerie pour dire c'est la fin des exercices, c'est la vie quotidienne. Donc les sonorités du clairon, elles sont habituelles. Tout le monde les entend lorsqu'on est mobilisé, donc déjà au sein de la population masculine. Et puis, comme il y a beaucoup de casernes en France, un peu partout, eh bien, le reste de la population, les femmes et les enfants, eh bien, connaissent aussi ce rôle-là. Surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a un peu avant, il y a la conquête de l'Algérie, et il y a notamment un clairon très célèbre qui s'appelle le clairon Roland, qui est mort et qui est célébré aujourd'hui pour la Sidi Ibrahim. Est-ce que ça dit quelque chose à la Sidi Ibrahim? Sidi Ibrahim, c'est la fête des chasseurs. Donc en fait, il y a un détachement de chasseurs qui tombe dans une embuscade, est prisonnier, notamment ce fameux clairon. Le clairon, sous contrainte, doit normalement sonner la retraite des forces, dire aux restants des forces françaises qui sont encore en train de lutter, abandonnez, on vous fera prisonnier, mais c'est justement encore une fois le feu. Il n'en fait rien, il se rebelle, et plus tard, il arrive à s'échapper. Et ça, à l'époque, dans les figures populaires, eh bien, il y a ce clairon-là. Et il y en a bien d'autres. On peut remonter à la Révolution française, etc. Mais le clairon est une figure vivante du patrimoine. Et vous en avez donc des exemples où on retrouve des vitraux ou des représentations de la vaillance justement des clairons pendant la Première Guerre mondiale. Et aussi, il y a toute une littérature, il y a des œuvres, notamment des chants, depuis l'avant-guerre, depuis l'avant-guerre de la Première Guerre mondiale, qui en fait montrent la vaillance du clairon et disent voilà, ce ne sont pas du tout des planqués, ils sont en première ligne, ils prennent le feu comme les autres et ils font le sacrifice de leur vie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, quand les notes du cessez-le-feu retentissent, ce sont des notes qui sont très attendues. Ça fait 4 ans qu'on les attend. Rappelez-vous, au début de la guerre, on disait « Oh, on va partir et on sera de retour pour les moissons ». Non, 4 ans après, on y est toujours. Donc c'est un moment qui est vraiment important. Sachant que, pour mémoire, le conflit et surtout la mobilisation des soldats, elle dure encore
puisque Pierre Sellier, je vous rappelle, il ne revient chez lui qu'en 1919. Donc mais ça marque un moment clé du conflit, un tournant, on va dire. Ensuite, Damien a évoqué les sonneries actuelles. La sonnerie aux morts. La sonnerie aux morts, elle n'existait pas à l'époque. C'est une invention de l'entre-deux-guerres. Donc la sonnerie de référence, finalement, c'est la sonnerie du cessez-le-feu. Et ce qui explique que finalement, Pierre Sellier, il va être vraiment beaucoup demandé. Alors il va sonner quasiment tous les ans au cours de sa vie à la Pierre d'Audroy, mais pas seulement, il va être beaucoup demandé, il va sonner quasiment dans toute la France, on en a des témoignages à travers beaucoup de coupures de presse, et il va même aller jusqu'en Algérie. Donc c'est ce qui est pas mal pour l'époque. Donc là, j'ai quelques exemples. Il va à Honfleur également, Toulouse. Et là, ce que je vous disais, les mêmes invités donc c'est un journal de Constantine. Alors ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'en fait, dès le début de cet épisode, c'est un peu les journalistes qui sont aussi fautifs. Ils ont confondu le mot finalement armistice et cessez-le-feu. Parce que quand vous regardez lexicalement, c'est des synonymes quasiment. Donc on peut penser que par facilité, comme aujourd'hui, eh bien certains n'ont pas fait leur travail et ont repris par paresse. Voilà, c'était le clairon de l'armistice. C'était surtout le clairon du cessez-le-feu. Mais ils ont facilité la chose. Et quand on fait une étude de tous les articles de presse qui sont parus sur Pierre Sellier, donc j'en ai dénombré plus de 222. Ah oui, c'est énorme. Eh bien, vous en avez au moins 32% qui l'appellent clairon de l'armistice. Seulement 9,9% l'appellent clairon de la victoire, et le reste, c'est clairon du cessez-le-feu ou d'autres appellations. C'est pour vous montrer que dès le début, il y a quand même des confusions de genre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Pierre Sellier, eh bien, il sort de la norme. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à être le clairon de l'armistice ou le quelque chose de l'armistice. Notamment, vous avez un autre personnage qui est monsieur Paul Butelet et qui est dit le chauffeur de l'armistice. Alors, il a ce personnage, il est de Rouen. Il appartenait à l'état-major du général, donc il a convoyé les plénipotentiaires allemands à travers le dispositif pour les amener jusqu'au général. Et donc, il se prévaut du titre de chauffeur de l'armistice. Mais dans l'après-guerre, en fait, à part à Rouen, personne ne le connaît. Personne. Alors, il y a quelques effets qu'on retrouve que sa fille a mis en vente, ou les descendants après, ou qui ont appartenu à sa fille. Ça, c'était sur eBay il y a pas si longtemps. Mais à part ces quelques cartes postales, etc., on n'entend pas parler. Pareil pour Arthur Zobrowski, donc le fameux Ulan allemand qui a sonné à la trompette. Lui, il rentre chez lui dans l'après-guerre, il devient garde forestier. Il était à un moment gendarme, garde forestier, enfin bref. La seule chose qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, malheureusement, son clairon, comme celui de Pierre Sellier, il va atterrir dans un endroit célèbre. Malheureusement pour lui, ce clairon-là, il va être donné au chancelier Hitler. Voilà. Donc, pas très sympathique comme fin d'histoire. Et donc même lui, en fait, dans son pays, il n'est pas connu. Et encore pire, Octave de la Luc, qui est le vrai clairon de l'armistice, donc la personne qui a sonné le vrai cessez-le-feu de l'armistice le 11 novembre à 11h à Rotonde, eh bien, il a connu un destin tragique. En gros, c'était un SDF qui est mort quasiment sans famille, pas reconnu, et c'est seulement récemment qu'on a retrouvé son instrument et qu'il a été à nouveau mis à l'honneur par des recherches récentes. Mais sinon, son destin était vraiment occulté. Donc vous voyez que Pierre Sellier, finalement, il y a des circonstances favorables, et puis en plus, il incarne vraiment quelque chose.
Et le meilleur exemple, je vous laisse peut-être finir de lire. Donc il doit y avoir, à part le livre que je cite, il doit y avoir peut-être 2 ou 3 articles à l'heure actuelle qui reconnaissent son rôle dans la Première Guerre mondiale, ce qui est vraiment dommageable. Et la meilleure illustration finalement du rôle de ce qu'incarne Pierre Sellier, c'est sa participation aux États généraux de la France meurtrie. Donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a énormément d'anciens soldats et les associations d'anciens combattants vont se rassembler à Versailles et vont décider de mettre en place les rudiments finalement de la retraite des anciens combattants, le statut d'ancien combattant, tous ces éléments. Et lorsqu'il s'agit de rassembler les milliers de participants, il y a plus de 500 drapeaux d'anciens combattants qui sont représentés, et bien c'est Pierre Sellier qui va sonner la fameuse sonnerie pour appeler tous les membres aux discussions. Et c'est lui qui clôt aussi la séquence après et ensuite le président du Conseil en fait va énoncer un discours. Mais c'est pour vous montrer à quel point il peut être important. Il paraîtrait aussi, mais ça on a peu de moyens de le confirmer, que lorsqu'il y aura les accords de Munich, là je parle un peu plus tard, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il aurait aussi été sollicité pour sonner à nouveau cette sonnerie du cessez-le-feu, pour dire ben voilà, on a échappé encore une fois à une nouvelle guerre. Bon, pas pour longtemps, mais a priori c'est ce qui se serait passé. Et puis, ironiquement, vous avez aussi le fait que Pierre Sellier, eh bien, au lieu que ça soit Octave de la Luc, eh bien c'est bien Pierre Sellier qui vient à Reton pour inaugurer une statue du maréchal Foch. Donc voilà, il a une stature vraiment au moins nationale, sinon internationale. Il est invité souvent ailleurs. Donc c'est un visage qui est connu et qui va prendre différentes formes. Ce qui est intéressant, alors souvent à l'époque, vous avez des cartes postales, vous en retrouvez encore sur les brocantes, etc. Il y a beaucoup de cartes postales. Là, elle est en plus signée. Deux exemples. On fait aussi éditer des timbres. Et également, il va enregistrer, avec les nouveautés qui arrivent, eh bien, la maison de musique Columbia va lui faire enregistrer les quelques notes pour l'éternité finalement, puisqu'elles sont encore sur, je crois que c'est sur YouTube, je ne sais plus, c'était ça, oui. Sur YouTube. Vous tapez Pierre Sellier et vous devriez pouvoir avoir la sonnerie qu'il effectue à ce moment-là. Alors c'est un medley de différentes chansons de la Première Guerre mondiale, mais voilà, sa sonnerie intervient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est enregistrée de manière à pouvoir être diffusée quasiment pendant tout l'entre-deux-guerres, bien sûr à l'occasion du 11 novembre, mais aussi un petit peu avant et un petit peu après, et chaque fois que finalement on a une occasion de rappeler, de faire rappeler le souvenir de la Première Guerre mondiale. Donc ça, on va dire que c'est encore des manifestations qui sont, on va dire, assez communes. Mais il va y avoir d'autres formes d'hommage beaucoup plus intéressantes. Là, c'était ce que je vous disais, la programmation. Il est régulièrement dans les programmations, il est ici, le clairon, donc, et c'est bien Pierre Sellier qui l'exécute. Donc vous avez, de manière un petit peu plus rigolote, des figurines du clairon de l'armistice, et même Pierre Sellier va jouer son propre rôle dans plusieurs films. Alors, il joue son rôle dans un film d'Alexandre Rieder en 1927. C'est un film qui parle finalement d'amourettes de soldats. Alors, il y a un soldat, un officier saint-cyrien, et puis il leur arrive différentes péripéties, et puis ils ont des amourettes, etc. Enfin, c'est leur destin. Et donc, Pierre Sellier joue son rôle dans ce film-là, qui va être distribué dans le monde entier.
parce que c'est Paramount qui rachète les droits. Et donc vous avez la version française, La Grande Épreuve, mais vous avez aussi le titre en anglais, The Soul of France. Et par la suite, le même réalisateur va récupérer les images. Il va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un docu-fiction sur les combattants de la Grande Guerre. Et il va réutiliser les mêmes images. Et cette fois, donc Pierre Sellier apparaît dans ce qui s'appelle Les Hommes oubliés. Donc fantastique hommage. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. La pièce vraiment unique, Pierre Sellier apparaît sur un vitrail du temple protestant de Château-Thierry. Alors, ça c'est pour un soldat, je pense que c'est quasiment du jamais vu. Alors, on a eu l'occasion, Damien et moi, d'intervenir il n'y a pas longtemps à Château-Thierry. On avait fait quelques recherches en amont avec l'équipe des Amis du Temple. A priori, Pierre Sellier a une grand-mère au moins qui est protestante. Lui est enterré dans un cimetière catholique, donc il y a toute raison de croire qu'il est catholique. Néanmoins, on ne sait pas si, d'une certaine manière, il n'avait pas au moins entretenu des amitiés protestantes, etc. D'autant que je vais y revenir, il a quand même été résistant dans un maquis où il y avait énormément de protestants. Donc voilà, peut-être que ceci explique cela. On n'a pas encore trouvé le fin mot de l'histoire, mais ce qui est important, c'est vraiment qu'il soit présent sur ce vitrail. D'ailleurs, si vous allez à Château-Thierry, je vous invite à le voir, et puis surtout à aider le temple qui essaye de remettre en état les vitraux et puis la toiture. Et donc si vous pouvez les aider, je pense que ce serait vraiment chouette, parce que ça fait partie des sauvegardes qu'on peut mettre en avant. Alors, que reste-t-il de Pierre Sellier finalement? C'est très compliqué. Je vous ai dit, Pierre Sellier, c'était un homme simple. Damien a insisté aussi dessus. Ce qu'on remarque, c'est que finalement, le mythe du clairon de l'armistice, il occulte tout ce qu'il a pu faire après. Donc en fait, c'était comme si sa vie s'arrêtait au 7 novembre. Ensuite, ce qu'il a pu faire, quasiment personne ne le connaît. Et ça a des bons côtés, parce que il reste dans l'histoire finalement jusqu'à nous à cause de ça, mais finalement on oublie ce qu'il a pu faire après. Et ça, je vais vous en parler un petit peu. Et donc, dans l'entre-deux-guerres, Pierre Sellier, il est toujours mobilisé. Donc comme il a quand même, on va dire, comme diraient les militaires, du Paco, il a roulé sa bosse, il est plutôt jeune, et bien finalement il n'est plus en première ligne, il n'est plus dans un régiment d'infanterie, il n'est plus dans un régiment de première ligne, il est plutôt, on va dire, dans des structures qui s'occupent de l'intendance, de tout ce qui est finalement de la logistique, on dirait aujourd'hui. Et donc il fait quelques périodes, il se présente normalement, et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, finalement, il est à la 7e compagnie d'ouvriers d'artillerie. Donc toujours, on va dire, de l'intendance. Et donc, a priori, c'est une photo d'époque, mais pas entièrement sûre. Et il appartient probablement à la section hippomobile, donc avec les chevaux qui continuent à tracter les pièces d'artillerie. Il fait, je ne vais pas revenir en détail dessus, j'ai trouvé au SHD, on a la chance d'avoir tout le détail de la campagne qu'il a menée, pas lui en propre, mais la section et la compagnie en particulier. Donc ils font beaucoup de déplacements, bien sûr ils dépannent des pièces d'artillerie, etc. Mais bon, c'est la drôle de guerre, et finalement cette activité elle va vite prendre fin. Mais Pierre Sellier, il ne veut pas en rester là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va justement tout d'abord mener des activités clandestines. Il va faire du sabotage. Je vous ai dit qu'il travaillait pour les usines Japy, il les connaît très bien. Eh bien, les Allemands ont besoin de certaines usines françaises. Tout d'un coup, un jour, l'électricité
est coupé. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, sa femme, il s'en vend pas, sa femme le découvrira bien plus tard, mais en fait, probablement, Pierre Sellier est à l'origine d'un des sabotages. Et puis ensuite, il va rejoindre le fameux maquis dont je vous parlais, le maquis du Lomont, donc plutôt organisé dans la région de Clermont-Ferrand. Et à partir de là, ils vont mener un certain nombre d'activités. J'ai consulté tous les dossiers du maquis de Lomont, il n'y a pas grand-chose. Le nom de Pierre Sellier apparaît bien, mais on n'a pas le détail de ce qu'il fait. J'en suis désolée, même s'il y a des combats qui sont fameux, je ne vais pas les raconter ici. Il y a quand même une Panzerdivision qui est arrêtée, des chars qui sont détruits. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup d'activités. Alors, est-ce que lui est en première ligne ou est-ce qu'il est dans la logistique, l'organisation de cette résistance? Je veux dire, dans la partie logistique, je ne sais pas du tout. Mais son nom apparaît bien, on sait qu'il est résistant. Et encore une fois, comme il ne s'en vante pas, on a très peu de traces. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, la première armée du maréchal de Tassigny fait jonction avec ce maquis, et il en profite finalement pour basculer dans l'armée, on va dire, plus régulière. Il signe un contrat, et là, il est parti avec la première armée. Il n'est pas en première ligne, on sait qu'a priori, il est dans la compagnie administrative et logistique, mais là encore, il y a tellement de choses sur la première armée, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de regarder plus que ça. J'ai demandé à certains spécialistes, aller trouver du nominatif. Il n'est que sous-officier, il est noyé parmi la masse, même s'il a eu un rôle de premier ordre pendant la Première Guerre mondiale, là il redevient le kidam parmi les autres. Donc c'est très très difficile de tirer le fil. Peut-être que quelqu'un y arrivera, c'est ce que je souhaite, ce serait vraiment très sympathique, mais pour l'instant on perd sa trace à ce moment-là. Ce qu'on sait, en tout état de cause, c'est qu'il est bien militaire et qu'il revient pour pouvoir participer au défilé de la victoire le jour de la libération de Beaucourt. Donc ça c'est acté et on n'en sort pas. Mais l'image qui ressort le plus souvent, c'est plutôt Pierre Sellier qui finalement est en uniforme de l'harmonie de Sochaux, c'est-à-dire qu'il va reprendre après la Seconde Guerre mondiale, comme si de rien n'était, ses activités autour de la musique. Il a une grande passion, donc il va à Beaucourt aussi donner des cours, il va s'impliquer, avec l'harmonie de Sochaux, il va aussi participer à des concours au niveau national. Je pense qu'ils ont gagné quelques prix, je n'ai pas vu le nombre de prix qu'ils ont gagnés, mais je sais qu'il en fait partie. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est le deuxième effet du mythe du Clairon, tout ce qui est sur sa vie, tout ce qui concerne sa vie privée, il n'y a pas grand-chose. À tel point que lorsque, par erreur, on annonce sa mort, en 1930, eh bien, en fait, c'est pas lui qui meurt, c'est son frère. Je remets le contexte en place. Du côté excusez-moi. Je cherche. Du côté de Besançon, son frère cadet s'est retiré là-bas. Il est ouvrier à l'Arsenal. Enfin, tout se passe bien. Et régulièrement, il y a une ligne de Zeppelin qui passe autour de la ville. Il est dans sa maison, avec un balcon au 3e étage, et en fait, il se penche benoîtement pour voir un petit peu mieux le passage du Zeppelin. Et ce faisant, il chute, il a une fracture du bassin, et cette fracture est mortelle. Voilà. Donc il laisse une veuve et plusieurs enfants. Ce qui est important, c'est que les gens ont retenu le nom de Sellier, n'ont pas fait attention au prénom, et finalement ne se sont même pas demandé mais qu'est-ce que fait Pierre Sellier à Besançon plutôt que là-bas au droit où il est censé résider. Par contre, ce qui est frappant, c'est que le jour de l'enterrement de Pierre Sellier, donc le 16 mai 1949, il y a foule. Donc il meurt à l'âge de 56 ans et demi.
a priori victime d'un refroidissement. C'est pas très clair, mais voilà, ce serait un refroidissement. Et il y a les plus hautes autorités civiles et militaires du département, de la région, qui sont présents, ainsi que la musique du 35e régiment d'infanterie de Belfort. Donc un superbe hommage. Il est raconté que l'église, bien sûr, était tellement... n'est pas prévu pour accueillir un hommage aussi fervent, et donc on est vraiment très serré dans cette église. À partir de sa mort, déjà, vous l'avez compris, à partir de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le souvenir de Pierre Sellier il commence à s'effriter. Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre qui est totalement différente de la Première Guerre mondiale. Pierre Sellier, par rapport à ces nouvelles expériences, il ne peut pas incarner à nouveau un héros, être le héros. Donc il y a une espèce de coupure, et il n'y a personne qui va prendre la suite. Quand Pierre Sellier, par exemple, reçoit sa Légion d'honneur, il y avait un clairon de la guerre de 1870 qui était présent. Donc la filiation s'est faite. C'est pas la même chose quand la Seconde Guerre mondiale stoppe, il n'y a pas de personne pour reprendre la flamme. D'autant que, vous le savez très bien, il y a eu entre-temps les merveilles de la technologie. Le clairon, il est un peu obsolète. Et donc on est passé à des transmissions nouvelle génération. Donc le clairon, on l'utilise, c'est bien. Parfois le pigeon voyageur, etc. Mais voilà, ça fait partie, on va dire, des moyens dégradés. On les utilise de moins en moins. Donc à partir de là, eh bien, Pierre Sellier, c'est surtout une évocation qui devient régionale. En particulier au niveau de son village natal, le Beaucourt. Donc vous avez plusieurs endroits que vous pouvez visiter à l'heure actuelle, qui vous rappelleront son souvenir. La cité du Crot. Alors la cité du Crot en haut, à gauche, le problème c'est qu'il y a vécu, parce qu'il vivait je vous dis, il était ouvrier, fils d'ouvrier. Malheureusement, le site a été totalement reconstruit à neuf, donc on sait à peu près dans quelle zone il était. Mais voilà, c'est pour histoire de dire, je sais où a vécu Pierre Sellier. Par contre, il a bien encore une maison qui est visible. Bon, je crois que j'ai mis l'adresse. Je ne sais plus si on a mis l'adresse ou pas dans le livre. Je crois que l'adresse y est, mais c'est pas la photo. Voilà, pas la photo. Au niveau de la mairie, il y a une stèle qui a été déplacée parce qu'elle était, on va dire, mal placée, les gens ne pouvaient pas s'y arrêter. Donc là, elle est à côté de la mairie. Vous avez également une belle rue de Beaucourt qui a été baptisée de son nom. Et surtout, vous avez, alors j'ai mis, à l'époque c'était un projet de fresque, depuis c'est réalisé. Une fresque où vous voyez effectivement la fameuse image de Pierre Sellier avec son clairon qui est mis en valeur, ainsi que l'autre enfant du pays qui est l'aviateur Japy, voilà, qui a été jusqu'au Japon et qui a eu un certain nombre d'aventures. Voilà. Donc ça c'est vraiment au niveau local. Maintenant au niveau national, eh bien il y a eu une occasion, et Damien en a parlé tout à l'heure. L'occasion qui s'est présentée, c'était le centenaire de la Grande Guerre. Alors c'est vrai que le président Macron s'est rendu à la Pierre de Droit. Vous voyez que le clairon a été exposé à la Pierre de Droit. C'est seulement la deuxième fois depuis le don au musée de l'armée que le clairon sortait. C'était vraiment quelque chose de fabuleux. Je crois que jusqu'à la fin, ils n'étaient pas sûrs de l'avoir. C'était vraiment des grosses tractations. Donc ça, c'est fabuleux. Mais pour moi, et ça c'est mon engagement personnel, mon avis personnel, je pense que cette coupe, elle est à moitié pleine ou à moitié vide. Pourquoi ? Parce qu'on met à l'honneur, quelques jours avant le 11 novembre, le vrai un superbe clairon, mais le clairon qui est sonné pour le 11 novembre à Paris, sous l'Arc de Triomphe, ce n'est pas le clairon de Pierre Sellier. Par contre, c'est un clairon aussi historique, c'est le clairon La Broche. La Broche étant le clairon qui a sonné
et Damien en parlait tout à l'heure, pour permettre le retour des plénipotentiaires à travers les lignes françaises, vers les lignes allemandes. Donc c'est quand même une mise en valeur d'un autre clairon. Et si vous avez bien écouté le discours du président Macron ce jour-là, et nous on était attentifs, il a quand même dit Pierre Sellier, clairon de l'armistice. Oui. Alors qu'il était venu à la Pierre de Droit quelques jours avant. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, c'est pas politique du tout ce que je dis, c'est simplement en tant qu'historien amateur, parce que dans cette affaire, oui, j'ai eu des facilités au SHD, mais je ne suis pas spécialiste de la Première Guerre mondiale. Damien aussi a consacré beaucoup de temps. Eh bien, c'est merveilleux de voir qu'on peut aujourd'hui encore, 100 ans après les faits, eh bien, encore apporter de l'eau au moulin et que c'est pas fini, parce qu'il va falloir encore aller au-delà. Maintenant, ne vous y trompez pas, il n'y a pas de guerre entre les clairons. Le clairon Labroche, on a tout fait pour le recevoir au SHD. Ça, c'est notre ami Damien, en bel uniforme. Alors, c'est pas lui qui a eu l'honneur de le sonner, mais on a organisé une cérémonie et ça m'a pris beaucoup de temps pour que justement au moins un des clairons, parce que je n'ai pas pu faire sortir le clairon de Pierre Sellier, par défaut le clairon Labroche est sorti. Et c'était des moments uniques, semble-t-il. Alors moi j'étais hospitalisée ce jour-là en plus, donc je pense que pour toi c'est vraiment c'est été... quand même quelque chose, c'est prenant quand même. Oui. Alors imaginez que vous aviez plusieurs clairons au château de Vincennes répartis à l'extérieur et qui sonnaient, on va dire, en écho finalement cette sonnerie pendant plusieurs secondes. Voilà. Donc c'est une grande famille les clairons, il n'y a pas de rivalité, mais c'était simplement pour dire, voilà, on aurait espéré que cette occasion permette de mettre encore plus en valeur Pierre Sellier. Mais c'est chose faite aussi, parce qu'on a la chance d'avoir un public nombreux aujourd'hui, qui certainement pourra passer ses connaissances. Et la question, je rebondis sur ce dessin humoristique, à défaut d'être un soldat inconnu, peut-être vaut mieux-il aujourd'hui être un petit peu oublié, mais un petit peu seulement. Voilà. Donc, j'en ai terminé, sauf si Damien a des choses à rajouter. Il y a plein de questions peut-être que vous avez. On n'a pas du tout évoqué, pour que le propos soit audible, toute la question des sources, des archives. Mais s'il y a des questions particulières, on est là pour vous répondre. Et Madame Briand, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de documents. Alors, Madame Briand, c'est la petite nièce de Pierre Sellier. Donc c'est la petite fille d'un des frères de Pierre Sellier. Son père, lui, a été quasiment dès le début prisonnier. Donc elle l'a revu qu'à la fin de la guerre, mais elle a bien connu Pierre Sellier quand il était jeune. Elle nous a raconté pas mal d'anecdotes qu'on a été la voir sur place. Alors surtout moi, parce que Damien était pris professionnellement, et elle nous a ouvert un petit peu ses archives, voilà. Sachant que, si je ne m'abuse, elle a fait un dépôt. Alors je ne sais pas si c'est ici ou dans une autre des succursales. Mais d'après ce que j'ai compris, elle ne souhaitait pas que dans un premier temps, les archives soient manipulées, enfin soient visibles. Sachant que elle était un peu gênée parce qu'a priori, il y avait des conflits au sein de cette famille. Et elle ne nous avait pas dit qu'il y avait toute cette collection des faits personnels de Pierre Sellier, qu'on a découvert un petit peu avant la vente. C'est un ami qui nous a dit il y a les effets de Pierre Sellier qui vont être vendus, comment est-ce qu'on peut authentifier, est-ce que vous en avez entendu parler dans un premier temps? Non, on découvre ça, la famille nous en a pas parlé. Ensuite, la petite fille de Pierre Sellier, effectivement, enfin la petite nièce de Pierre Sellier me dit c'est un scandale, est-ce qu'on peut arrêter la vente, on n'est pas d'accord du tout dans une partie de la famille. Nous, on est deux pauvres militaires, on va essayer de vous aider. Moi, j'avoue j'avais contacté le musée de l'armée, j'avais contacté un certain nombre de gens. Maintenant, ça coûte énormément de sous, et on est très content finalement que les archives de l'Aisne aient emporté la mise, et surtout le lot.
parce que pour nous c'était important, enfin que ça soit voilà. Donc le fait que maintenant c'est au musée, à l'Antre du Dragon, c'est ça que tu dis ? La caverne du dragon. La caverne du Dragon qui soit exposée, ben, finalement la boucle est bouclée et ça permet vraiment que le public puisse se réapproprier cette histoire de Pierre Célie. Voilà, pour répondre à votre question, s'il y en a d'autres. Monsieur ? Pour le 11 novembre 18, il y a l'histoire d'Augustin aussi, qui est tout à fait autre chose. C'est pas Augustin, vous connaissez sûrement. Le dernier soldat à être mort. Je ne sais pas si c'est le dernier, mais il est mort le 11 novembre 18. Ah, il est pas né. Sur une Après, c'est discutable. Je suis d'accord avec vous. bêtise de son patron, qu'il n'aimait pas, sans doute. Alors, je voudrais te signaler que officiellement, il est décédé le 11 novembre, enfin le 10 novembre, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de mort le 11. Je vais ajouter, la pierre d'Audroy, ce n'est pas l'original, parce qu'elle a été détruite par les Allemands en 1940. C'était pour eux intolérable, Oui. c'était leur défaite, et elle a été dynamitée. Elle a été dynamitée, les Allemands sont passés devant, Oui. ils l'ont fait sauter, donc Oui. à l'époque, bon, on ne sait pas très bien si c'est dynamité ou bien si c'est explosé à coups de canon. Oui. Pour l'instant, on n'a pas trop de choix, j'ai pas cherché sur ça. Mais les deux morceaux, il y a, quand vous allez à la pierre d'Audroy, derrière, en fin de compte, Oui. le parapet, il Oui. reste deux gros blocs de granit qui sont ceux de la pierre d'Audroy. C'était refait à l'identique. À l'identique. La seule chose vraiment qui peut vraiment, à force de voir les photos passer, on se rend compte que le bas de la pierre d'Audroy qui est actuellement est vraiment bien propre, bien coupé, bien droit, alors qu'à l'époque c'était, on va dire, un amoncellement qui faisait tenir comme un menhir pratiquement. Je vais peut-être rajouter, je vais m'auto-questionner parce qu'il y a quelque chose qui est important dans notre travail. Bon, c'est sûr que moi, en étant au service historique de la Défense, j'ai eu accès à beaucoup de choses. Alors, attention, je n'ai pas eu de traitement de faveur, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, ça a été d'abord une démarche personnelle, j'ai été dans les inventaires par moi-même, j'ai découvert au fur et à mesure. J'ai dit que j'étais pas une spécialiste de la Première Guerre mondiale. Mes collègues étaient pris par énormément d'autres choses, donc j'ai pas eu d'aide de ce côté. La facilité, c'est que finalement, j'étais sur place, donc j'ai pu passer un certain temps. Beaucoup de choses se sont faites avec Damien en temps masqué, le soir, les week-ends. Retrouver la généalogie, etc. C'est pas dans les livres qu'on le retrouve. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup appuyé sur les archives du service historique de la Défense. On a essayé, dans le livre, de se remettre dans la peau de Pierre Célier. Bien sûr, c'est pas possible, mais de s'en approcher le plus possible. Comment on a fait ? On a essayé de trouver le plus de témoignages de personnes qui avaient combattu dans le même régiment, qui avaient vécu un certain nombre d'expériences du même type, parfois certains clairons, etc. L'histoire des clairons de la Première Guerre mondiale, l'histoire des clairons en général, elle est encore très peu étudiée. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On a été voir le commandement de la musique de l'armée de terre, ils nous ont aidés à leur niveau, mais on n'a pas eu grand-chose. Donc tout ce qu'on a reconstitué dans le livre, c'est vraiment en historien amateur. C'est vraiment parce qu'on est tombé sur certaines choses, etc., etc. Il y aurait, à mon sens, peut-être beaucoup de choses à faire ici, en local, au niveau de l'Aisne. Parce que moi, ce que j'ai pu consulter, c'est essentiellement par Internet. Merci Internet, parce que j'avoue que j'avais pas le temps de me déplacer. Donc c'était les registres de matricules, etc. Mais qui sait, il y a peut-être des pépites quelque part qui parlent encore de Pierre Célier. Et donc l'affaire reste ouverte. Voilà, donc il faut être honnête avec soi-même. Nous, on a décidé d'arrêter à un point. Après, c'est vrai que les commémorations du centenaire arrivaient aussi à point nommé. Mais potentiellement, il y a d'autres choses à faire. Sachant que là, et ça c'est pour encourager tout le monde, dans cette affaire, encore une fois, on a vraiment été des historiens amateurs. Et au fur et à mesure, on posait des questions, on déroulait la bobine. Il y a des fois, Damien disait « Ah bah ça, je pense que ça peut être un peu plus de cette manière », ou voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences aussi. Et c'est là où, pour terminer, c'est peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est vraiment une rencontre improbable.
Je suis fantassin, il est plutôt dans matériel, même s'il est cavalier d'origine. On appartient à deux mondes qui sont très différents. Moi, je suis plutôt vers les chercheurs, plutôt universitaires. Normalement, on ne fait pas un travail de ce type. On ne fait pas du tout ce travail de ce type. Et ce qui est encore plus méritoire, il ne le dit pas, c'est que Damien a eu quelques difficultés dans son parcours. Donc, il est dyslexique et dysorthographique. Donc, publier un livre comme ça, et ben, finalement, c'est une super... voilà. C'est une super expérience. Ouais, je suis un peu venue. Voilà. Merci à vous surtout du coup de main, je pourrais pas arriver. Après, il y a quand même pas mal de barrières. Il est vrai que les écrits, et ça je vais les ressentir sur certaines communes quand on envoie certains mails, qui nous reviennent en façade en nous disant écoutez, c'est pas la peine, moi je vous ai pas envoyé les documents que j'avais parce qu'en fin de compte, vu les fautes qu'il y avait dans le mail, je me suis dit que c'était pas sérieux. Heureusement que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui bosse avec moi, qui renvoie pratiquement le même mail, on va dire autrement tourné, avec le bandeau, service citoyen de défense, et bizarrement, les portes s'ouvrent. Mais certaines personnes ont quand même reconnu qu'elles s'étaient bien trompées sur cette affaire, et ont fait amende honorable depuis, et ont avoué qu'elles auraient pu être beaucoup plus utiles et faire avancer les choses beaucoup plus vite. Tout à fait. Voilà. Merci. Donc ils ont apporté quelques exemplaires de leur ouvrage. Alors, juste pour être aussi là honnête, on a le bénéfice des ventes, une fois que les frais d'édition seront passés, etc. Damien a souhaité qu'ils reviennent aux œuvres pour les veuves et les orphelins de guerre, donc nous soutenons le Bleuet de France. Marianne Gardé. 29 euros. 29 euros.